L'idée, c'était de camper le dispositif apprentissage. Pour cela, je proposais dans un premier temps de faire des grands rappels, puis ensuite de voir que les approches ont été multiples. Et comme le dit Einstein, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Eh bien, le chemin a été particulièrement tortueux, et on va le voir avec la loi qui peut sortir dans les 6 mois à venir. Et puis, dans un troisième temps, vous présenter un projet que nous portons sur la région des Pays de la Loire. Avec une précaution, c'était que nous assumions pleinement notre subjectivité. Donc je parle certes en tant que directeur de CFA, et j'assure la direction de 2 CFA, le CFA sanitaire et social de la région des Pays de la Loire et le CFA sport et animation de cette même région des Pays de la Loire, mais j'assure aussi, et je le revendique, une activité militante, donc d'être vice-président de l'association régionale des directeurs de CFA et à l'heure actuelle membre du conseil d'administration de la fédération des associations régionales de directeurs de CFA. Mais c'est en temps plus que d'Ardir, donc association régionale des directeurs de CFA, que je parle aujourd'hui. Donc le dispositif apprentissage, en fait, remonte à 3 textes fondateurs. La loi de 1971, donc, qui rappelle que l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Donc, comme le disait tout à l'heure Madame Nasser, l'apprentissage relève bien du dispositif de formation initiale dans la formation professionnelle. Et puis, la loi de 1983 qui veut que ce sont les régions qui décide en matière d'apprentissage, donc de la politique qui est mise en place dans les territoires. C'est toujours l'éternel grand écart entre l'État qui légifère d'une part et puis d'autre part d'autres acteurs qui mettent en musique ce que l'État a décidé. Et puis une troisième loi qui est importante, la loi de Philippe Séguin, donc de 1987, qui étend l'apprentissage au niveau 3, 2 et 1, c'est-à-dire au post-baccalauréat, jusqu'au diplôme de master et d'école de commerce. Et puis, enfin, la loi de 2014, pour laquelle M. Vatan a collaboré dans les échanges que l'on a pu avoir à l'époque. Donc, cette loi de 2014 qui a fixé des objectifs très clairs, notamment au CFA. C'est-à-dire que c'est à partir de cette loi de 2014 que l'on voit clairement fixer les missions des CFA, non seulement d'accompagner l'apprenti pendant son parcours de formation, mais en amont de la signature du contrat d'apprentissage, d'une part, et en aval pour ce qui relève non seulement de l'obtention du diplôme, mais aussi de l'insertion professionnelle. Petit focus sur le financement de l'apprentissage. Vous rappelez qu'avec cette loi de 2014, l'apprentissage et donc la taxe d'apprentissage qui renvoie à 0,68% de la masse salariale est orientée directement vers les régions à hauteur de 51%. Donc les régions disposent de 51% des fruits de la taxe d'apprentissage pour financer, 3 points de suspension, ce qu'elles veulent, puisque ce n'est pas un compte d'affectation spéciale. Donc, en d'autres termes, il n'y a pas d'imputation d'un produit à une dépense, il n'y a pas d'imputation d'un produit à une charge, donc rien n'empêche les régions de dépenser autrement ces 51% de taxes d'apprentissage. Le quota revient pour 26% vers les CFA et le hors quota, donc le barème, 23% pour les centres de formation professionnelle qui ne sont pas forcément centres de formation d'apprentis. En termes de masse, j'ai repris le dossier du CNEFOP, donc de janvier 2017. On parle toujours d'un décalage que l'on a au niveau national entre les chiffres qui sont collectés au niveau national et puis les données. Donc là, vous voyez, janvier 2017, on travaille sur les données de 2014. Donc la taxe d'apprentissage, c'est une enveloppe d'un peu plus de 8 milliards d'euros, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup, en voyant que sous l'angle des bénéficiaires, donc ça bénéficie surtout aux apprentis et aux familles, donc à hauteur de 43%, et aux CFA, donc qui assurent la formation. Et après de 20%, 19% auprès des employeurs, notamment au travers des aides, mais aussi au travers des dégrèvements des cotisations salariales. Et puis, sous l'angle des contributeurs, eh bien, ce sont les entreprises qui versent à hauteur de 46%, donc qui sont le premier contributeur de ces 8 milliards, les régions à hauteur de 23% et l'État 24%, essentiellement au travers des exonérations
des charges sociales, mais aussi des aides que l'État met en place. Pour ce qui est des effectifs, petit focus, on s'aperçoit qu'on n'a jamais réussi véritablement à dépasser un plafond de verre autour de 400 000 apprentis. Je vous rappelle, le président de la République, François Hollande, qui le 31 décembre 2015 donc, a fixé comme objectif 500 000 apprentis pour 2017, le président de la République voulant que toute entreprise ait un apprenti et que tout apprenti ait un maître d'apprentissage. Donc déjà, toute entreprise a un apprenti, oui, pourquoi pas. En revanche, tout apprenti qui a un maître d'apprentissage, c'était un pléonasme, parce qu'autrement, s'il n'a pas de maître d'apprentissage, il n'est pas apprenti. Donc, quoi qu'il en soit, l'objectif des 500 000 n'a jamais été atteint. Donc, on est autour de 400, 420, 430 000. Les statistiques consolidées ne sont pas encore sorties aujourd'hui. Donc les plans de bocage ont été soulignés depuis de très nombreuses années au travers de tout un ensemble de rapports, le rapport Joyandet, des rapports du MEDEF, l'Institut Montaigne qui publie très régulièrement, tous les trimestres, des documents en la matière, et le président Macron, donc, qui dans son livre Révolution, que vous avez lu sans doute pour la campagne des élections présidentielles, donc nous parle de l'apprentissage à 2 reprises. Page 113, il parle de l'enseignement professionnel, où il nous rappelle que l'État doit définir les programmes et le cadre de l'enseignement professionnel, et la gestion de ces filières doit être transférée aux régions. Donc page 113 de son livre, et page 123, il nous dit qu'il faut soutenir l'apprentissage, déverrouiller l'apprentissage, alléger la gouvernance du système et donner plus de poids aux branches professionnelles pour définir les formations. Quoi qu'il en soit, donc, on est aujourd'hui dans l'épisode d'une nouvelle loi sur l'apprentissage. Donc, nouvelle loi sur l'apprentissage pour le moment, pour lequel nous n'avons que des bribes d'informations, donc au travers d'un calendrier avec des échanges donc, qui se sont mis en place, avec une volonté affichée par le président de la République qui est de mettre l'apprentissage dans les filières d'excellence, et avec un certain nombre d'hypothèses qui ont été retenues, en notamment modifiant les représentations, en révisant toute l'architecture du dispositif, en veillant à travailler sur la question essentielle qui est celle de l'orientation, mais aussi véritablement travailler sur les contenus des formations qui doivent être entre les mains des entreprises et des branches professionnelles, et un financement direct des entreprises ou via les régions. Telle est la question qui est posée. Cela étant dit, sur les quelques minutes qui me restent, c'est-à-dire l'essentiel, donc un petit quart d'heure, je souhaiterais vous présenter ce que nous avons pensé sur la région des Pays de la Loire quant à la mise en place d'un CFA, ou plus largement, d'un apprentissage du XXIe siècle. On a commencé déjà par définir l'apprentissage. Pour nous, en tant que directeur de CFA, en tant qu'acteur de l'apprentissage est un dispositif de formation professionnelle initiale, dispositif qui cible l'exercice d'un métier. L'objectif, c'est d'apprendre un métier, et qui s'effectue par une alternance, mais une alternance sous un statut particulier, qui est sous un statut de salarié. En d'autres termes, toute formation professionnelle en alternance ne relève pas de l'apprentissage. Mais l'apprentissage est une formation professionnelle en alternance dans un cadre particulier, qui est le cadre du contrat de travail. Et en tant que tel, l'apprentissage est confié, comme tout système de formation, à 3 défis. Le défi de la formation, à savoir la rapidité de l'obsolescence des savoirs. Les savoirs sont rapidement obsolètes, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on a une vision très claire des savoirs qui sont nécessaires à moyen terme ou à long terme. Donc c'est un véritable défi que ce défi de la formation. Le défi de l'éducation, à savoir l'écart qu'il peut y avoir entre les attentes des entreprises et le comportement des jeunes.
Donc ce défi de l'éducation est un vrai problème, on va dire une problématique, notamment pour le développement de l'apprentissage suite à la réforme du bac pro en 3 ans, en disant auprès des entreprises qu'il y a un trop grand décalage entre le savoir-être d'un jeune qui rentre en formation à l'issue de la classe de 3e, donc directement en seconde, par rapport au savoir nécessaire et aux prérequis nécessaires pour être employé dans une entreprise. Et puis, le 3e défi, le défi de l'enseignement, à savoir, comme Michel Serres l'a écrit dans un livre que vous avez sans doute lu, Petite Poussette, donc à savoir qu'aujourd'hui, tout l'enseignement est disponible. Et pour ceux d'entre vous qui ont des enfants encore jeunes, eh bien, beaucoup de nos enfants nous disent « mais c'est même pas la peine de l'écouter, le prof, parce que tout ça, on l'a sur Internet, et puis en plus, c'est beaucoup plus clair que ce qu'il nous raconte. » Donc, ce défi de l'enseignement est une véritable problématique aujourd'hui, même dans l'enseignement supérieur. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons imaginé, on a la diapo, donc nous avons imaginé différents scénarios suivant les axes. Le défi de l'enseignement, donc que l'on voit en bas à gauche, le défi éducatif, donc cet écart grandissant entre ce que sont les jeunes aujourd'hui et les attentes du monde du travail, et le défi de la professionnalisation, donc avec la capacité d'adaptation qui devient première, puisque les attentes des entreprises renvoient à l'obsolescence assez rapide des savoirs. Donc, à partir de ces 3 défis, et en fonction du degré d'accentuation de chacun de ces défis, eh bien, on peut retrouver différents scénarios. Le scénario numéro 1, donc en bas à gauche, c'est le développement de l'apprentissage dans l'équilibre actuel, donc à savoir un apprentissage qui s'intéresse d'abord et avant tout au défi de l'enseignement, mais qui va négliger, qui va mettre de côté le défi de la professionnalisation et le défi éducatif. Un scénario numéro 2 qui, lui, va au contraire se polariser sur le défi de la professionnalisation. Donc c'est le développement d'un apprentissage qui serait non diplômant. Ce serait un apprentissage dans l'entreprise apprenante. C'est ce que l'on entend beaucoup aujourd'hui, avec même cette possibilité qui était dans la loi El Khomri, par exemple, de créer des CFA d'entreprise avec des centres de formation qui répondraient directement aux besoins de l'entreprise. C'est ce que l'on appelle dans le jargon donc une approche adéquationniste. Pourquoi utiliser encore, mettre encore des enseignements de français, d'histoire-géographie, voire d'anglais, là où on a besoin d'une force de travail qui serait formée uniquement aux besoins de l'entreprise. Un scénario numéro 3 qui, lui, privilégie l'acte éducatif, donc qui serait un apprentissage au profit d'une alternance préparatoire au travail, c'est-à-dire que l'on apprendrait aux jeunes à véritablement s'insérer dans l'entreprise au travers notamment de stages, et ce qui fait que la posture n'est pas du tout la même que lorsque l'on est en apprentissage. Et puis les autres scénarios qui renvoient à des mix de ces différents défis, notamment le scénario numéro 4, donc, qui est à la fois sur le défi enseignement et sur le défi éducatif, pour lequel l'apprentissage serait dominant, mais entre les mains, dans ce cas-là, des lycées professionnels et dans l'enseignement supérieur, et donc avec une disparition des CFA, ou un scénario numéro 5, où l'apprentissage est dominant, mais on voit bien dans ce cas-là, avec une orientation non pas éducative, mais une orientation professionnalisante, c'est-à-dire que les CFA absorberaient les lycées professionnels pour répondre aux besoins des entreprises, mais tout en répondant aussi aux défis de l'enseignement. Ou enfin un scénario numéro 6, qui est un éclatement de l'apprentissage. Donc éclatement de l'apprentissage, aussi bien en termes d'enseignement supérieur, d'écoles de production, qui se développent de plus en plus dans certaines de nos régions. La région des Pays de la Loire, par exemple, l'année dernière, a ouvert 3 écoles de production. Cette année, on ouvre 3 supplémentaires.
mais aussi un éclatement de l'apprentissage pour répondre aux besoins à l'égard des décrocheurs. Et donc l'apprentissage tel qu'il est aujourd'hui serait un apprentissage réduit. Et puis enfin, un septième scénario, le scénario de l'apprentissage européen. Et ça, c'est le scénario que l'on a porté, nous, auprès de Jean Arthuis, de telle façon que cet apprentissage européen soit la première marche de l'Europe de l'apprentissage, et c'est ce que je vous développerai en conclusion. Donc là, pour le moment, je ne vous mets qu'en appétit. Donc, à partir de ces différents scénarios, l'Association régionale des directeurs de CFA des Pays de la Loire donc, a préconisé 5 grands axes. Un premier grand axe qui est de développer l'apprentissage, et notamment développer l'apprentissage là où il n'est pas. Un deuxième grand axe qui est de faire évoluer le cadre réglementaire de telle façon que l'on introduise un petit peu plus de souplesse et que l'on permette notamment aux CFA qui disposent d'une certaine expertise en domaine de formation de pouvoir se jouer ou jouer du cadre réglementaire, évidemment en respectant les grands principes. Un troisième grand axe qui est d'adapter les certifications professionnelles, adapter ces certifications professionnelles de façon à ce qu'elles répondent toujours aux besoins des entreprises, mais en restant dans le modèle français qui veut que si on ne prépare pas un diplôme, à partir de ce moment-là, la validation et la valeur n'est pas la même. Un quatrième grand axe qui est d'articuler les dispositifs de formation professionnelle initiale, et notamment en développant des passerelles de plus en plus importantes entre les centres de formation initiale traditionnels, lycée professionnel pour parler vite, et puis les centres de formation initiale professionnelle en alternance et particulièrement en apprentissage, que sont les CFA, de telle façon, par exemple, que l'on puisse, dans les CFA, accueillir des scolaires qui veuillent être alternants en leur donnant le goût de l'apprentissage, même s'ils n'ont pas encore signé un contrat d'apprentissage, parce que, malheureusement, on le sait, on a quelquefois dans certaines branches plus de candidats à l'apprentissage qu'on a d'entreprises en face pour signer des contrats d'apprentissage. Et puis enfin un cinquième axe qui est d'améliorer le financement de l'apprentissage. Et en tant que directeur de CFA, on est heureux d'entendre le président Macron de dire que toute la taxe d'apprentissage doit être orientée vers l'apprentissage, ce qui a été dit précédemment, mais on attend encore les décisions des décideurs précédents qui n'ont pas pris cette décision. Donc on verra avec le président Macron. Quoi qu'il en soit, nous, ce que l'on propose, c'est l'émergence d'un apprentissage européen qui contribue à un apprentissage pour tous. Dit autrement, Jean Arthuis a été missionné par la ministre du Travail pour développer la mobilité des apprentis. Ce développement de la mobilité des apprentis est une condition importante, de façon à ce qu'il y ait une parité d'estime pour nos apprentis à l'égard du système qui a été mis en place de l'Erasmus pour l'ensemble des étudiants de l'enseignement supérieur, mais cela passe par des évolutions. Et nous, l'évolution que l'on propose, c'est de passer d'un contrat d'apprentissage à un contrat de formation, de telle façon que ce contrat d'apprentissage ne repose pas en soi sur la signature d'un contrat avec un employeur, mais devienne un contrat de formation à l'égard d'un CFA qui peut passer par une succession de contrats d'apprentissage auprès d'employeurs avec la possibilité d'interrompre dans le cadre d'une mobilité européenne de façon à pouvoir expérimenter sur un autre terrain d'apprentissage dans un autre pays, et notamment un pays de l'Union européenne, le métier que l'on veut intégrer. Je vous remercie.